Bonjour Johan. Bonjour Lohan. Qui es-tu et que fais-tu Johan? Johan Tardif. J'ai 40 ans. J'accompagne les personnes et particulièrement les papas, les hommes qui se posent des questions. Est-ce qu'ils ont envie d'être pères? Est-ce qu'ils veulent le devenir? Ou ceux qui sont déjà en train d'être pères, la grossesse est en cours, ou même ceux qui sont déjà pères. Tu faisais quoi avant d'accompagner les pères? J'ai passé 17 ans dans l'informatique, dans le monde de l'édition de logiciels, donc j'étais consultant, formateur, en France et international. Donc rien à voir du tout. Je me suis aperçu qu'en fait, moi, ce que j'aimais, là où je m'épanouissais vraiment dans ce que je faisais, c'était quand je créais du lien. Quand j'arrivais vraiment à créer une situation où on se comprenait d'abord et après on allait travailler sur les outils. On allait bosser ensemble pour répondre à leurs besoins. Là, j'étais bien, ouais. D'où le revirement. Il n'est pas venu de nulle part comme ça du jour au lendemain, mais voilà. À un moment donné, il y a mon corps qui m'a rappelé, moi il y a longtemps, peut-être 15 ans de ça, que j'étais pas totalement aligné avec ce que je faisais dans l'informatique. Et puis, donc il y a eu tout un travail aussi depuis 15 ans, thérapie, d'accompagnement. Et puis j'ai appris que j'allais être papa. Forcément, ça amène son lot d'émotions et ça m'a permis, en tout cas moi, de remettre en question une grosse partie de ma vie. Et je me suis rendu compte que les pères n'étaient pas accompagnés à cet endroit-là. Là où c'est peut-être l'un des plus grands chamboulements de vie en fait. Mais moi j'ai eu la chance d'être accompagné à ce moment-là et pourquoi les hommes n'y auraient pas droit. Le fait d'être père, c'était en toile de fond, je l'avais en moi quelque part, je savais que je voulais être papa. À l'époque, mes problèmes étaient différents, c'est-à-dire que j'en étais même pas à cet endroit-là. Je me disais, j'avais pas assez de ressources pour être papa. Intérieur, je me posais des questions métaphysiques. Mais oui, j'étais accompagné depuis longtemps sur reprendre l'alignement dans ma vie. Qu'est-ce qui est en rapport avec ma valeur déjà, à l'origine, je pense? Est-ce que j'avais une valeur? Quelle était cette valeur? Est-ce que je devais continuer à dépendre des autres pour être heureux? Toi, il y a toutes ces thématiques-là. Et puis quand j'ai commencé à faire le travail autour de ça et à comprendre que oui, j'avais le droit d'exister, que j'avais une valeur et que je pouvais être qui je suis, là, ça m'a forcément emmené vers aussi l'envie d'accompagner les autres et de développer peut-être ce talent que j'avais depuis un bon bout de temps sur l'écoute, l'empathie et l'accueil en général, ouais. Est-ce que avant de devenir papa, quand tu as su que tu allais l'être, ou même avant même quand c'est quelque chose que tu as abordé avec ta compagne, Mhm. est-ce que tu t'es dit, mais en fait, je suis pas du tout prêt à être père, enfin je veux dire, j'ai envie d'être père, mais je me sens pas les épaules pour l'instant, quoi. Hmm. Si j'étais prêt à être père, pas du tout. Non, j'étais flippant en fait. C'est terrifiant. Tu te demandes quel genre de père tu vas être, qu'est-ce que tu vas transmettre. Et je pense que mon gros sujet, c'était déjà que je m'aimais pas moi-même. Tu vois, il y a un truc comme de cet ordre-là. Et je me dis, mais comment je peux aimer quelqu'un d'autre, donner de l'amour à quelqu'un d'autre alors que moi-même je m'aime pas? Et il y a tout ce travail-là à faire en fait. Donc oui, il y avait cette envie-là de devenir père, mais avec tellement de blocages, tellement de points oui, d'obstacles avant que ça, pour moi, c'était impossible. Et ça m'a demandé longtemps et je suis devenu père qu'à 35 ans. Donc il y a eu du travail de fait, l'acceptation, et puis quand j'étais enfin aligné avec ce que je voulais faire, ouais, je me suis dit, bah, allez, ça y est, on y va, quoi. Donc tu as eu ton enfant à 35 ans, et à quel moment tu as commencé à te poser la question d'être père? Ça a duré combien de temps, ce cheminement? Je pense que déjà, j'ai attendu d'être avec la bonne personne, donc ça devait faire au moins, je pense, 3 ans à me dire, parce que ça fait à peu près ouais, 9 ans, 9-10 ans qu'on est ensemble avec ma chérie, ouais, j'ai mis 3 ans à me poser la question, et puis oui, c'était un désir, mais c'était trop bloqué, toi. T'as le désir et puis t'as les forces qui te retiennent, hein, Mm. qui te retiennent et c'était pas possible. C'était pas une demande lancinante, hein, mais j'ai mis 3 ans à accepter moi-même en fait. Mm. Ouais. Parlez-moi de votre père. Ah, C'est quoi la relation que tu as avec ton père, enfant? Quelle relation t'entretenais avec lui? je pense que c'était un père un peu effacé, mais qui avait envie de bien faire. C'est-à-dire qu'il voulait me transmettre beaucoup de choses. Très bricoleur, mon père, très trouve tout. Enfin, il a énormément de qualités. Mais je pense que j'étais pas en mesure de le voir à cette époque-là. Et je regrette un peu maintenant d'avoir été aveuglé par d'autres choses qui me retenaient dans ma vie à ce moment-là. J'étais en recherche, je pense, de contact, mais plus d'un modèle. Je pense que t'es pas forcément exactement celui que j'avais face à moi. J'avais une recherche de modèle et en même temps, j'étais admiratif de tout ce qu'il pouvait faire et de tout ce qu'il entreprenait. C'est un mec qui avait un courage de dingue, qui a un courage de dingue. Et quand il a un problème, il y va, quoi. Mais ça, je l'ai vu trop tard. Et est-ce que, toi, en tant qu'enfant, ton père te sécurisait dans sa posture de père, ou est-ce que tu reconnaissais pas en lui peut-être le père dont tu avais besoin, en fait? Est-ce qu'il avait l'approche avec toi qui était apaisante, rassurante? Non. Je pense que je me sentais pas spécialement en sécurité. Pas qu'il était insécurisant, mais je pense qu'il est plus d'affirmation de lui-même
dans le couple aussi, avec ma mère, pour me sentir, moi, pleinement homme, avec un modèle d'homme à la maison, en fait. Mmh. Et je pense que l'éducation avait été, et c'était la génération de mes parents, l'éducation était très, c'est la maman qui fait tout, qui s'occupe de la plupart des choses, qui cadre, etc., etc. Et à cet endroit-là, je pense que j'ai manqué d'un père, ouais, donc sécurisant et cadrant, je pense, ouais. C'est vrai qu'historiquement, c'est quand même vachement plus les mères, les femmes qui s'investissent dans l'éducation des enfants que les hommes, quand même. Est-ce que toi, tu constates ça aussi? Comment tu vis ça vis-à-vis des accompagnements que tu fais, principalement avec les hommes? Tu aides aussi les parents, les Mm. femmes. Est-ce que ce constat-là, tu le fais aussi, toi, dans ton métier? C'est très générationnel, en fait. Enfin, ça fait 10 000, 15 000 ans, je sais pas combien de temps de patriarcat, on va dire, où c'est vraiment la femme qui a ce rôle, qui est pas forcément, j'allais dire, ça s'impose aussi un peu à elle. Il y a toute la société est faite autour de ça. Je vais pas rentrer dans un combat homme-femme, c'est pas du tout le but. Mais il y a quelque chose où nous, on apprend en tant qu'hommes que c'est les femmes qui gèrent, qu'on a l'instinct maternel, qu'on toutes ces facultés à élever un enfant, elles sont magnifiques dans ce rôle-là et c'est vraiment le rôle de leur vie. Et puis il y a le côté où nous les mecs, on est censé ramener de l'argent. Bon, allez, on peut s'amuser si vraiment on est cool, on peut s'amuser avec nos enfants un petit peu pour montrer qu'on est là. Mais cet état d'esprit-là est encore hyper ancré en fait. Est-ce que tu constates aussi dans les accompagnements que tu fais auprès des pères, ce gap entre la mère, qui est souvent beaucoup plus présente pour l'enfant Mm. que le père? C'est quoi tes constats, toi, au quotidien? Ce que je vois, c'est par rapport à la place du père, tout simplement. Tout à l'heure, je parlais par rapport au mien, mais c'est justement cet état d'esprit comme quoi c'est la femme qui doit gérer. Ce que je vois énormément, c'est des pères, des hommes qui s'effacent. Déjà parce que ils imaginent qu'ils n'ont pas les compétences, qu'ils ne savent pas faire, qu'ils n'ont pas été créés pour ça, qu'ils sont pas faits pour ça. Donc oui, il y a un effacement, potentiellement un retrait, souvent, de mais qui je suis, moi, en tant qu'homme, pour aller m'occuper d'un enfant. Pas parce qu'ils le veulent pas nécessairement, mais c'est parce que bah, il y a des tas d'injonctions, des tas de blocages sociétaux, de paraître, qui font qu'ils savent pas en fait. Ils savent pas qu'ils peuvent le faire, qu'ils peuvent être le père qu'ils veulent à cet endroit-là et qu'ils peuvent s'affranchir de oui bah en effet je parlais d'ailleurs du père pourvoyeur qui a besoin c'est lui qui ramène l'argent, qui gagne plus donc c'est très bien, qui fait vivre la famille. Bah, on sort du rôle en fait. Les hommes peuvent sortir du rôle et prendre une part différente dans la parentalité. Mmh. Mais c'est ça que je vois le plus souvent. C'est le manque de repères, la perte de place, de ne pas savoir quelle est leur place autour de ça. Ouais. Il y a quand même, ouais, 50, 70 ans, peut-être 200 ans de patriarcat à revoir, quoi. Oui, est-ce qu'il faut revoir le patriarcat? C'est une grosse thématique, je vais pas rentrer dans ce sujet-là parce qu'il y a je vois aussi énormément de couples qui fonctionnent comme ça et qui fonctionnent bien. C'est-à-dire qu'ils trouvent leur équilibre. Le père qui garde ce rôle patriarcat ancré, la mère qui a été éduquée là-dedans et pour elle c'est normal et c'est la voie à suivre. Moi je suis pas là pour aller leur péter leur équilibre. Par contre, il y a des schémas de pensée qui ont évolué. Il y a un éventail, il y a un panel beaucoup plus large aujourd'hui de ce que s'autorisent les parents. Et en effet, peut-être qu'il y a maintenant de plus en plus de pères qui se disent oui, bah non, en fait, le patriarcat, ça m'intéresse. C'est pas ça que je veux pour mon enfant. Je veux créer du lien, je veux être présent, je veux partager les tâches de la maison et pas que le ménage, hein, aller récupérer, acheter des fringues pour les enfants, tout ça. Disons qu'aujourd'hui, en tout cas, voilà, le panel s'élargit. Mais il y a des gens qui se retrouvent dans ces valeurs-là et qui suis-je, qui est-on pour les remettre en question, quoi. Tu travailles avec les mamans aussi. Ça m'arrive, ouais. Ouais, ouais. C'est quoi, qu'est-ce qui diffère entre accompagner un père et une mère? C'est quoi les grandes différences? Le travail est le même? Je pense que les mères, les femmes ont un travail plus ancré sur elles-mêmes, font déjà plus de travail, se questionnent davantage. En tout cas, s'autorisent à se questionner davantage. Et quand on travaille avec les femmes, on va tout de suite plus loin dans ce qui a trait au ressenti, dans les réflexions qu'elles peuvent avoir, donc on peut leur faire avoir aussi. Là où les hommes, je pense qu'on est plus là en 2026 à faire de l'éducation, de l'éveil. Ok, les mecs, vous pouvez venir parler de vous. Arrêtez de cacher tout ce que vous voulez, surtout pas qu'on montre au monde. Et donc il y a plus un côté d'éveil, d'éducation à ok, vous avez le droit d'avoir vos fragilités, de vous poser des questions, là où les femmes sont déjà en avance à cet endroit-là. Pareil, je généralise un petit peu, hein, mais c'est les tendances que je vois en tout cas. Je vais sans doute faire polémique avec cette question, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la société a tendance à stigmatiser les hommes pour leur rôle de père, peut-être? En plus du rôle d'homme, voilà. Je pense pas que la société demande trop aux hommes aujourd'hui. Je pense par contre que les hommes pensent qu'on leur en demande trop.
C'est un peu le shift de la question, c'est que en tant qu'homme, on nous a appris dans mes générations, on va dire celle d'avant et un peu celle d'après aussi, on nous a appris à être fort, à pas avoir peur, à ranger un peu la colère, c'est des choses qui sont pas, qui font un peu honte, tout ça, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je pense que l'un des principaux enjeux des pères, c'est justement de sortir de ces masques-là, d'arriver à faire la part des choses entre ce qu'on nous demande. Et oui, j'ai envie d'accompagner mon fils, ma fille, de l'accueillir dans ses émotions, de faire du pot à pot, par exemple, tu vois, d'avoir des attentions, des caresses, des choses comme ça avec son enfant. Et il y a une sorte de tiraillement entre il faut que je garde la face et j'ai envie de faire autre chose. Et je pense que c'est pour ça que les hommes pensent qu'on leur en demande trop, c'est qu'ils sont perdus en fait, un peu à un endroit au milieu, tiraillés dans je dois faire face, je dois montrer une figure d'homme. Voilà, l'homme viril qui va bien, qui gère tout, et puis l'homme qui doit avoir accès quand même quelque part à ses émotions. Et c'est ça pour moi ouais, qui peut être difficile. J'ai l'impression que il y a 50 ans, on avait un grand modèle de ce qu'est la paternité. C'est aujourd'hui de l'ordre du stéréotype, malgré que ce soit très présent. Là, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on est sur une transition et je me demande à quoi ressemblera un père équilibré, entre guillemets, dans 50 ans. À des mères, finalement. Peut-être. Peut-être que ça va ressembler à des mères. Non, je pense qu'on va vers un équilibre, en tout cas. Équilibrer la gestion des tâches, mais ça c'est très matériel, c'est très dans le faire en fait. Qui est-ce qui va faire le ménage? Qui est-ce qui va aller acheter les fringues? Qui est-ce qui va aller chercher l'enfant à l'école? Tout ça. Mais on le voit de plus en plus qu'il va y avoir un équilibre de rapport dans la présence à l'enfant, dans ce qu'on va transmettre à l'enfant, dans les émotions, j'en ai parlé un petit peu aussi, de l'accueil des émotions, l'accueil de ce qu'on de ce qu'on ressent, de nos intuitions en fait. Je pense que l'homme se dirige vers là. Dans cette direction-là, en tout cas, d'accueillir davantage, d'être présent. On en parle de plus en plus avec le congé paternité qui s'agrandit au fur et à mesure aussi. C'est là que ça se crée aussi. On commence déjà à mettre, depuis quelques années, mais on commence déjà à mettre un pied là-dedans. C'est-à-dire que pour moi, le père est l'instinct qu'on peut attribuer facilement aux mamans. L'instinct paternel, il arrive aussi quand le papa est là, donc quand il est présent. Et plus on va allonger aussi cette période de congé paternité, plus le papa va se sentir impliqué, va être présent dès le début et va pouvoir ressentir son enfant, les besoins de son enfant. Et si ça continue comme ça, peut-être dans 20 ans, déjà, on aura 2 ans de congé paternité, maman et papa, enfin, congé paternité et congé maternité, et ça va recréer des équilibres aussi. Des espaces équilibre, pas déséquilibre. Et bravo à ces pères-là qui endossent le rôle des deux, comme les femmes d'ailleurs, hein, des deux parents, ça doit pas être facile. C'est pas simple. Je pense qu'on peut vite se sentir submergé, en tout cas dans un rôle, quand on est le seul à gérer l'enfant ou se sentir en responsabilité de l'enfant. Je veux dire, c'est un enfer. C'est pas un enfer, mais à un moment donné, la volonté et l'amour sont des moteurs indéniables pour y aller. Mais il y a tout ce qui rattrape derrière, justement tout le quotidien qui fait que on perd en énergie, on se crame au fur et à mesure. Et on parlait de la place du père aussi tout à l'heure, et du congé paternité. Je voulais revenir juste là-dessus aussi. Il y a tout un travail à faire dans l'accompagnement du père tout au long de la grossesse, dans le parcours de soins aussi. Les praticiens, certaines sages-femmes ou certains personnels soignants vont s'adresser toujours que à la mère, par exemple. Alors c'est elle qui porte le bébé, mais la considération, elle est beaucoup moindre dans le couple, dans le faire corps autour d'un enfant. Et ça évolue aussi. Qu'est-ce qui différencie ton approche à toi en tant qu'accompagnant d'autres? J'imagine que c'est un marché qui est assez niche, on va dire. Il y a peu de personnes qui accompagnent les pères. Vous savez combien vous êtes en France, par exemple? Première question, qu'est-ce qui me différencie? C'est déjà que je suis un homme. On en parlait, il y a peu d'hommes. Et pour s'identifier, je pense qu'à un certain endroit, les hommes ont besoin de s'identifier à d'autres modèles, référents, qui peuvent parler de paternité. Combien on est en France à travailler autour de ces sujets-là? Peu, beaucoup trop peu pour l'instant. Il y a il y a des activités, mais qui sont toutes un peu disparates. Je connais un praticien qui va aider les papas justement dans leur paternité avec de l'hypnose, par exemple. Je connais 2 hommes qui sont psychologues cliniciens qui interagissent dans les hôpitaux. Donc ils vont déjà, pendant la grossesse, faire des groupes de parole de papa. Je connais quelqu'un aussi qui organise même un festival de la paternité tous les ans pour justement parler de ces sujets-là. Donc et puis il y a des influenceurs aussi. Donc il y a un peu plusieurs touches par-ci par-là d'hommes qui agissent en faveur d'autres hommes autour de la paternité. Mais c'est trop peu. C'est le début, oui, c'est encore niche si on veut, parce que peu de gens y pensent encore. Énormément de pères se sont en mal-être à cet endroit-là.
Mais il y a personne qui écoute ça encore aujourd'hui. Tout à l'heure, quand on parlait de la relation que tu avais avec ton père, je me suis demandé si une des raisons pour lesquelles tu fais ton métier aujourd'hui, c'est pour essayer d'enrayer un peu certains comportements, pas forcément nocifs et conscients, mais certains comportements qui peuvent créer chez l'enfant un manque affectif. Est-ce que je répare quelque chose en fait? Oui, est-ce qu'il y a aussi cette mission d'aider à faire évoluer les pères vers un rôle plus conscient pour améliorer la relation qu'ils ont avec leurs enfants? C'est l'objectif de ton job, mais est-ce qu'il y a cet enfant qui se rappelle que ouais, il aurait peut-être aimé avoir un peu plus ou être accompagné différemment par son père? C'est exactement ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé mon accompagnement Père Mission. C'est vraiment la mission de s'autoriser à être qui on veut en tant que père. C'est tout le corps du travail en fait que je veux faire. Père-mission, d'accord? Donc père mission de et la mission de père. C'est s'autoriser à qui je veux être comme papa avec mes enfants, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Qu'est-ce que j'ai envie qu'ils sachent de moi, de la vie en général? Et j'ai le droit, moi, en tant qu'homme, de le faire et de le transmettre à mon fils, à ma fille. C'est ni plus ni moins que ça. C'est vraiment ouais, autorisé. Et je pense qu'aujourd'hui, le gros enjeu, c'est que les hommes ne s'autorisent pas à douter, à avoir peur, à être fragiles à ces endroits-là, ou à contrario, ils ont une énergie de dingue, mais se dire, mais non, mais c'est pas à moi, qu'est-ce que j'en fais, c'est trop. J'ai envie de faire plein de choses, changer ma vie, d'évoluer dans énormément de domaines, mais non, c'est pas mon rôle d'homme, oula, ça fait un peu peur. Il y a un peu ces deux côtés-là, ouais. C'est quoi les blocages qui reviennent souvent chez les hommes? Il y a beaucoup de peur, je pense. Tout est un peu régenté autour de ça. C'est des peurs de mal faire, de pas savoir, en effet, prendre sa place, on en parlait depuis tout à l'heure, mais il y a tout un enjeu de place, on le voit bien. Et peur de mal faire, peur de pas être un bon père, tout simplement aussi. Et après, il y a le blocage, pourquoi les hommes s'empêchent de venir aussi se faire accompagner. Parce qu'il y a deux sortes, il y a les blocages intérieurs qui vivent eux-mêmes, et puis il y a les blocages de non, je vais pas pouvoir me faire aider, c'est pas pour moi. Et là, il y a beaucoup de blocages en termes de paraître. Il y a encore ce vieux reliquat de mais je suis pas malade, donc pourquoi je vais aller parler de ce qui se passe dans ma tête ça persiste, hein. Donc peur, oui, de se faire accompagner, d'exposer les fragilités. Si je viens en discuter en plus avec un autre homme, et waouh, tout le masque que je me construis depuis 20-30 ans, sur mes fragilités et je vais devoir un peu le laisser tomber et le laisser fissurer. Et donc ça veut dire potentiellement commencer à reconstruire autre chose. Donc c'est, je pense, un des gros blocages aussi, ouais. Comment ça se déroule concrètement un accompagnement? Un père qui vient te voir ou une mère ou un couple de parents ou de futurs parents? C'est quoi le process? Ça dure combien de temps? Quels résultats on peut obtenir? Déjà, un accompagnement, ça se déroule et ça se crée si l'alchimie passe. Un père qui vient me voir, une mère qui vient me voir. Si je vois que le contact passe pas, déjà, on va essayer de voir pourquoi ça se passe ou ça se passe pas bien. L'idée, c'est qu'on puisse avancer et qu'on puisse travailler main dans la main. Donc déjà, c'est les bases de l'entente. Je vais pas forcément pouvoir aider tout le monde si on n'est pas du tout aligné sur les mêmes valeurs, sur les mêmes longueurs d'onde. Après, un accompagnement, c'est des séances d'1 heure et demie. Et puis, l'homme, la femme vient avec le sujet chaud du moment. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut très bien être, il y a 3 jours, j'ai hurlé sur mon enfant. Ça m'est arrivé de nulle part, je sais pas comment c'est venu. Je m'en suis voulu toute la journée. Mais ça peut être aussi, je suis bloqué au travail. Ça peut être des thématiques. En fait, c'est tout ce qui va vraiment arriver à l'instant T. Qu'est-ce qui occupe les pensées de la personne dans les semaines qui viennent d'arriver. Et puis, je vais laisser l'espace à la réflexion. L'idée, moi, mon travail à moi, c'est pas d'aller te donner des outils, des solutions tout de suite. C'est d'essayer de faire parler, de comprendre, d'accueillir aussi les silences, ce qui se passe. Et puis derrière, on va détricoter. On va aller vérifier, peut-être qu'il y a des schémas qui se répètent, des choses qui sont pas vraiment à eux au final. Ah bah oui, non, mais ça, en fait, le comportement que j'ai eu, c'est mon père qui avait ça avec moi. Mais moi, c'est pas ça que je veux transmettre, c'est pas ça que je veux être. Donc on va détricoter des choses. Et puis et puis après, il peut y avoir quelques outils aussi. Moi, je travaille beaucoup avec l'écriture, surtout avec les hommes, ça aide beaucoup. Des hommes qui peuvent aussi avoir du mal à s'exprimer, à parler, bah, je vais leur demander d'écrire leurs intentions, de même prendre une demi-heure chez eux pour écrire ce qui vient par rapport à ce qu'ils ressentent sur leur parentalité, sur leur vie au sens large, pour avoir de la matière derrière à travailler en séance. Et puis on accueille les silences, on accueille la respiration, on peut travailler un peu avec le corps aussi pour se réancrer aussi intérieurement. Et puis voilà, on avance au fur et à mesure, séance après séance, et puis on s'aperçoit que séance après séance, les hommes, les femmes viennent plus facilement déjà avec des sujets, ils arrivent à les assumer davantage, et puis au bout de quelques séances, le problème de la thématique du jour n'est plus justement un sujet. On arrive directement dans le dur, et puis on n'arrive plus dans les prises de conscience, dans des dialogues plus avancés.
Et c'est ça qui est génial. En général, il faut combien de séances pour avoir de bons résultats? Ça, c'est une bonne question. Je sais pas te répondre. C'est un peu comme quand tu prends un enfant par la main et qu'à un moment donné, il est capable de marcher tout seul, tu vois. Il y a un peu de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, l'homme, le papa, il se dit, ok, c'est bon, je me sens assez sécurisé avec moi-même pour pouvoir adresser ces problèmes-là. Donc ça peut se faire en quelques séances parce que on leur a donné je leur ai donné le miroir dont ils avaient besoin pour exister en tant qu'homme et en tant que père dans leur paternité. Et puis parce que donc ils ont trouvé les clés eux-mêmes, hein, souvent. Et puis il y en a qui ont besoin d'être tenus par la main plus longtemps, d'être accompagnés plus longtemps. Et puis ben le sujet du début c'est la paternité. Puis après on va travailler sur des sujets d'affirmation au travail avec sa collègue, avec son chef, son boss. Il n'y a pas de durée Ouais. de déblocage Oui, bien sûr. normée, quoi. Est-ce que tu peux nous partager un accompagnement qui t'a marqué, une transformation qui a pu te toucher, dans ton parcours sans nommer la personne bien sûr, mais Je pense à cet homme ouais, qui était en couple et j'ai ressenti que le projet bébé, c'était le projet de sa femme, voilà, qui était hyper présent, que c'était tellement présent j'ai besoin d'un enfant, le bébé est arrivé et au bout de 2, 3, 4 ans, il n'arrivait pas à trouver sa place en fait. C'était le bébé, c'était son bébé à elle. Il y avait un truc de cet ordre-là. Alors il s'est passé quelque chose de tragique. Le couple, comme énormément de couples qui viennent d'avoir un enfant, bah, ils sont séparés. Et ce qui m'a particulièrement touché, c'est justement tout le travail qu'il a fait dans cette garde partagée. Il y avait une semaine sur deux, c'est le papa, la maman qui gèrent. Donc là, pour le coup, bah, pas le choix en fait. On y va. J'ai mon fils à m'occuper pendant toute une semaine. Il y a l'école, les activités, etc. Et ça a été un révélateur puissant en fait. Ce mec-là s'est transformé, c'est-à-dire qu'il s'est ouvert et a commencé à parler davantage de lui, de ce qu'il ressentait, de voir qu'il avait ses propres limites sur certains sujets aussi. Et puis de créer, de faire des créations avec son fils, de l'emmener en vacances, de faire à manger. Il y a énormément d'endroits où il s'est révélé et c'est hyper touchant. Et peut-être que des fois, bah, c'est arrivé juste par rapport à cause d'un manque de communication à l'origine dans le couple, de remise à niveau, d'écouter les attentes qu'ils avaient. Toujours est-il que ce mec-là, il s'est révélé dans sa paternité et il est hyper heureux et il n'y a pas un projet qui sait pas abattre aujourd'hui, quoi. je me posais la question tout à l'heure. Je me disais, mais les femmes qui vont nous écouter, les mères qui vont nous écouter, qui ont un conjoint, je pense qu'il y en a qui risquent de se dire, ah mais j'aimerais tellement qu'on mari travaille sur ce sujet-là. Le truc c'est que, est-ce qu'il faut que ça vienne de la personne? Parce que si la mère a envie, le papa travaille dessus, c'est une chose, mais Hmm. est-ce qu'on est d'accord que les hommes qui viennent un peu à reculons parce qu'ils ont été poussés par leur femme, est-ce qu'il y a moins de résultats? Est-ce que ça doit vraiment venir du père? Moi, je suis profondément convaincu, en effet, que c'est les hommes qui doivent faire le geste de venir, qu'ils aient besoin ou envie de travailler à ces sujets-là, sur ces sujets-là. La femme a un rôle néanmoins primordial, c'est-à-dire que souvent, c'est peut-être plus la femme qui est au courant, qui voit les informations comme quoi les hommes peuvent se faire accompagner. Si je te force demain à aller suivre une psychothérapie, tu vas te sentir obligé en fait. Et le travail va pas être efficace. Si par contre je t'explique, tiens, j'ai vu quelqu'un, il s'occupe des hommes, il parle sur la paternité, il crée des groupes d'hommes, il fait aussi des séances en individuel, ça peut être hyper sympa pour ce qu'on vit en ce moment, ça chamboule nos vies, etc. Ok, j'ai eu l'information, je sais que ça existe, puis à un moment donné, ils vont voir peut-être des pubs, des choses à divers endroits, et là, ils vont commencer à comprendre qu'ils ont le droit de faire ça. C'est toute la partie d'éveil, d'éducation. Mais derrière, on force pas quelqu'un à aller travailler sur lui-même. On peut le forcer, ça s'appelle à des limites des obligations de soins ou des limites légales, mais on va pas, si une femme, une conjointe fait du lobbying sur bah, vas-y, 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 alors ça peut être un déclencheur. Peut-être oui, non, j'y vais pour lui faire plaisir, et puis au final, en 2 séances, il s'aperçoit qu'il vient vraiment pour lui. Mais il fallait déjà qu'à l'origine qu'il y ait un désir ou un mal-être ou une envie de travailler qui soit présente. Ça, c'est sûr. Ça va accélérer le travail énormément, en fait. Si les papas ou les futurs papas nous écoutent, devaient retenir une seule clé plus importante selon toi, qui puisse les aider dans l'éducation de leurs enfants, ce serait laquelle? Soyez vous-même. C'est ça qui est primordial, en fait. Soyez qui vous êtes vraiment profondément. Et avec qu'un être aussi pur qu'un bébé, qu'un enfant qui grandit, en fait, il n'y a pas besoin d'apporter de masque. Donc, essayez d'être vous-même et vous verrez, ça va vous transformer. Et faites-vous accompagner si vous en ressentez le besoin, et même si vous en ressentez pas le besoin, Exactement. pourquoi pas Faites-vous échanger avec un spécialiste. Exactement. Ok, si tu pouvais parler au jeune Johan tardif de 15 ans, qui vit son adolescence avec ses parents, dans sa maison, qu'est-ce que tu lui dirais? Hmm.
Si je m'envoyais un message à moi à 15 ans, fais-toi confiance. Et écoute pas les autres parce qu'eux, ils savent pas mieux que toi, là où tu dois aller être. Et c'est ça qui est. Je pense que j'ai perdu 15 ans, 20 ans à cause de ça. D'écouter les autres sur qui je devais être. Fonce, fais-toi confiance. Merci beaucoup, Johan, pour ce moment très humain. J'ai beaucoup apprécié échanger avec toi sur ton métier, sur ta mission de vie, finalement. Mm. Si on va devenir papa, si on est papa et qu'on a envie qu'on s'intéresse à ces sujets d'éducation, si on a envie de faire un travail sur soi, où est-ce qu'on te contacte? T'es sur les réseaux? T'as un cabinet? Je pars depuis chez moi. Donc j'ai mon bureau chez moi. Je suis sur les réseaux. Vous pouvez me suivre sur coachologue.fr. Donc c'est mon site. Coachologue, c'est aussi l'Insta, le Facebook. Et puis il y a aussi le site père-mission.fr, auquel vous pouvez même répondre à un petit questionnaire en lien avec quel genre de père vous êtes aujourd'hui, qui peut vous permettre aussi de prendre rendez-vous avec moi pour déjà en discuter, voilà, voir si l'accompagnement fait sens, et puis si notre histoire à deux, le papa et moi, ça fait sens aussi, parce que c'est un accompagnement, donc c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est main dans la main, donc on teste et puis on voit. Ton cabinet, il est à Orléans? Je suis sur Orléans, ouais, tout à fait. Ok. Et puis je fais de la visio aussi, bien sûr. Mhm. Donc s'il y a des besoins dans toute la France, je fais aussi beaucoup de visio. Ouais. Et même au-delà. Et même au-delà, Canada, de tous les pays francophones. Je préfère le faire en français parce que Ouais. c'est la langue où je suis plus à l'aise pour parler d'émotions, de ressentis et de ce qui se passe. Mais oui, tout à fait. Merci beaucoup, Johan. Merci à toi, Alohan. Merci beaucoup. De rien. Merci. Salut. Salut.